Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Et de nombreux amalgames et raccourcis circulent autour de la transsexualité. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, Théo Ampillac ? Alors, la transsexualité, c'est le fait pour une personne de ne pas s'identifier au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Elle peut, si elle le souhaite, transformer son corps grâce à des traitements hormonaux ou chirurgicaux. Le mot, lui, apparaît dans les années 1940, mais les parcours trans sont plus anciens. En 1930 déjà, Lili Elbe, une artiste danoise, est l'une des premières personnes au monde à bénéficier d'une chirurgie de réassignation sexuelle en Allemagne. Longtemps considérée comme une maladie mentale, la transidentité ne l'est plus depuis 2019. L'OMS l'a retirée de la liste des troubles psychiatriques et cette décision est officiellement entrée en vigueur en janvier 2022. En France, les chiffres des opérations chirurgicales restent modestes. Selon l'INSERM, l'organisme de la Caisse de l'assurance maladie, environ 430 personnes ont demandé à changer de sexe en 2020. On estime à près de 200 le nombre d'opérations réalisées chaque année. Jannick Christen, bonjour. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Merci de la confiance que vous nous accordez pour venir vous livrer sur ce chemin de vie, pas comme les autres, c'est le moins qu'on puisse dire. Racontez-moi, si vous le voulez bien pour commencer, et ensuite nous accueillerons Céline Masson, qui est psychologue, pédopsychiatre spécialisée dans la transidentité, pour nous amener son regard. Je voudrais que vous commenciez, Jannick, si vous en êtes d'accord, par nous raconter le début de votre histoire. Lorsque vous étiez enfant déjà, vous ne sentiez pas à l'aise dans le corps qui vous a été assigné, comme le disait Théo Ampillac sur Sud Radio tout à l'heure. Alors volontiers, tout d'abord, merci pour cette invitation, merci de me permettre de partager ce témoignage. Et oui, dès mon plus jeune âge, je dirais déjà à l'âge de 4 ans, la perception que j'avais de moi-même était celle d'être un petit garçon. Donc je me suis construite toute mon enfance avec cette pensée, mais comme quelque chose de normal ou de naturel, je suis un petit gars. Sauf que en grandissant, en étant confronté au regard des autres, mais aussi aux choses de la vie sociale, eh bien je vais réaliser que non, moi je me considère peut-être comme un petit gars, mais autour de moi on me parle comme une petite fille, je reçois des cadeaux pour une petite fille, et puis il y a ce malaise qui va grandir toujours plus jusqu'à être comme je ne veux pas dire un point final, mais en tout cas il y a quelque chose de très marqué à l'âge de 11 ans lorsque j'ai mes règles, et c'est comme si mon corps me dit mais oui, tu es une petite fille, et pour moi je n'arrive pas à l'entendre. C'est vraiment une souffrance profonde parce que ça vient heurter ce que je veux croire de moi ou ce que je crois de moi, et c'est comme une fin de non-recevoir pour moi, vraiment. Ouais. Et à quel moment, donc du coup, vous allez grandir dans ce corps de fille tout en ayant cette identité en vous de garçon? Il y a un moment où, 16-17 ans, quand on a préparé cette émission, il s'est passé quelque chose également? Oui, en fait, à l'âge de 16 ans, j'ai fait une tentative de suicide. Je vais être placé en famille d'accueil. Et c'est dans le cadre de cette famille d'accueil que j'écoute différentes émissions. Je tombe sur une émission qui parle de transsexualité. C'est la première fois que j'entends ce mot. On ne parle que de ça à l'époque, puisqu'il y avait vraiment une obligation de chirurgie dans l'idée de changer de sexe. Et j'entends ce témoignage, et pour moi, c'est comme une révélation. Jusque-là, j'avais jamais entendu parler de ça. Je ne savais pas ce dont je souffrais, si ce n'est que je me sentais hyper mal dans la peau, que je me voyais, percevais comme un garçon en étant attiré par des femmes, et pour moi il y avait là un profond malaise, et je vais lutter, essayer finalement d'accepter ma féminité jusqu'à un point où finalement je me sens incapable de cela, et j'ai 21 ans quand je vais commencer la transition, à savoir bien sûr il y a toutes sortes de suivis psychologiques, psychiatriques. J'ai été suivi aussi par une sexologue, et c'est à l'âge finalement de 21 ans que j'entreprends ce suivi vraiment centré là-dessus, pour à 24 ans passer par les différentes chirurgies. Il y a eu un accompagnement psychologique également. J'avais déjà fait des émissions sur la transition. Vous êtes très accompagné, c'est-à-dire qu'on ne prend pas la décision de se faire opérer ou de devenir ou de changer de sexe comme ça du jour au lendemain. Il y a plusieurs années de travail, c'est ça?
Alors, j'ai envie de dire qu'à l'époque, c'était très encadré d'une manière différente de ce qu'elle est aujourd'hui. À l'époque, je devais prouver de 2 ans passés dans le genre opposé. C'est-à-dire, je devais m'affirmer en tant qu'homme en ayant toujours un corps de femme et sans avoir de soutien au niveau hormonal. Ça veut dire que on voyait bien que j'étais une fille, il n'y avait pas de pilosité, il y avait toujours un côté plutôt fin. Et là, je m'habillais en costume cravate. Donc, pendant près de 2 ans, j'ai fait ça, jusqu'à ce que finalement, j'obtienne après, les suivis psychologiques, psychiatriques et notamment aussi les tests de Rorschach, j'obtienne le go pour le démarrage du traitement hormonal. Et ensuite, après environ 8 mois de plus, eh bien là, j'ai pu entamer le processus chirurgical. Qu'est-ce que vous appelez le test de Rorschach ? Alors, le test de Rorschach, ce sont ces fameuses planches sur lesquelles il y a des espèces de comme taches d'encre, et la personne vous demande, le thérapeute vous demande de dire ce que vous voyez et vous décrivez ce que vous voyez. Alors, en fonction de ce que vous voyez, ils peuvent déterminer à quelque part s'il y a des troubles au niveau mentaux, quelle est la construction. Certainement que votre invité saura mieux le décrire que moi. Mais restons, Janine Christen, vous qui témoignez dans Sud Radio vous écoute sur Sud Radio ce matin. Vous effectuez donc votre première transition hormonale chirurgicale. Vous devenez un homme. Et vous, tout à fait. Vous êtes resté homme combien de temps ? Alors, jusqu'à mes 37 ans, donc je dirais 15 ans, à peu près 15 ans. Vous rencontrez votre compagne ? Oui, j'ai 25 ans, donc même 24, donc je viens d'être opéré. On voit vraiment, pour moi, aux yeux des autres, en fait, je suis vraiment un homme, clairement. Elle me rencontre comme tel, mais je lui explique, évidemment, mon histoire. Pour moi, c'est une évidence que je veux pas manquer de vérité par rapport à mon cheminement en ce qui la concerne, puisqu'il y a une des conséquences de tout ça, c'est que je suis stérile. Alors, je lui en parle dès le début de notre relation qui devient plus affectueuse, plus affective. Et puis, on va être mariés pendant 11 ans. Presque 12, et vivre une vie de couple très épanouie. Moi, je comme j'aime à le dire, entre guillemets, je vis ma best life. Donc vraiment, je me sens très heureux, épanoui dans cette vie-là. Et enfant ? Pas d'enfant. On y avait réfléchi. On avait pensé à ça, et mon ex-épouse va me dire, mais j'aurais l'impression de te tromper. Et ça m'a beaucoup touché de voir son amour. Elle préférait finalement soit qu'on adopte, soit ne pas en avoir que d'avoir une insémination. Et puis si je vous reçois aujourd'hui également sur Sud Radio, Janine Christen, c'est que il y a un moment dans votre vie, vous ressentez pas très bien. Et vous décidez, enfin, le mot décider est mal choisi, racontez-nous, vous retransitionnez, c'est-à-dire que vous redevenez une femme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, la chose spéciale dans ce témoignage, c'est pas que je me sentais pas très bien. Vraiment, je me sentais bien, mais on se sentait tellement bien, on voulait célébrer nos 10 ans de mariage et du coup mettre un an à part de notre vie, quitter notre job, rentrer dans quelque chose, une aventure ensemble pour célébrer nos 10 ans de mariage. Et on va partir au Canada pour vivre un an au service d'une œuvre de bienfaisance qu'on aime. Et là-bas, je rentre dans une quête spirituelle qui est plus profonde. Je crois en Dieu depuis mon enfance, et c'est sûr que mes convictions de foi me posaient parfois des problèmes avec ce cheminement de personnes trans, et en même temps, ma souffrance était telle qu'elle prenait le dessus sur tout. Mais là, dans cette année de mise à part, si je puis dire, je vais chercher Dieu de tout mon cœur. Et un jour, je suis dans une chambre, et je prie, et je dis à Dieu, j'aime tes bénédictions, j'aime ta main, mais je veux plus de toi, je te veux toi. Et au moment où je fais cette prière de tout mon cœur, au plus profond de mon esprit, dans mon cœur, j'entends ça clairement. Franck, tu veux plus de moi, mais si tu veux plus de moi, il y a un prix à payer. Et il va ajouter 2 choses. Si tu me fais confiance, je vais te restaurer dans ton identité initiale. Et la deuxième chose, si tu restes tel que tu es, je ne t'aimerai pas moins. Et ensuite, c'est un silence assourdissant, Laurence. Je suis dans cette pièce, et je sais que Dieu a parlé à mon cœur. C'est comme, je peux pas le nier, et c'est comme si un voile se lève de devant mes yeux. Cette vie que j'aime,
tout ce que j'aime, tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai voulu, c'est comme si tout à coup le voile se déchire et que Dieu me dit, mais tout ça c'est un mensonge. Laisse-moi te restaurer tel que tu étais à la base. Et pour moi, c'est le sol s'écroule. C'est comme un tsunami. Je peux pas expliquer. C'est-à-dire que vous entendez cela effectivement. En tout cas, c'est comme ça que vous le vivez. Et là, à ce moment-là, vous êtes en train de nous dire sur Sud Radio, Jannick Christen, que tout ce que vous aviez construit bascule, tous vos repères explosent, et que c'est à partir de ce moment-là que vous allez faire un cheminement d'abord psychologique un cheminement avec vous-même, sans doute, d'ailleurs, avec votre compagne, j'imagine aussi, pour réaccepter le corps qui vous avait été donné au début. C'est aussi... Alors, oui, c'est ça, mais j'ai plus envie de dire de le découvrir. Parce que c'est comme si tout à coup je réalise que cette identité de femme, mon identité réelle et profonde, elle m'a été volée. Alors, certains vont dire, oui, t'es une victime, pauvre de toi. Non, c'est pas ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que la construction et la perception que j'avais de moi, dès le départ, elle a été faussée. Ma mère me dira des années plus tard, elle me dira à l'âge de 3 ans, tu frappais ton ventre et tu hurlais, pas bébé, pas bébé. Mais quel enfant à 3 ans peut avoir conscience qu'il portera un jour un enfant? Quel enfant peut avoir ça? Et pour moi, ça m'amène dans des compréhensions tout à fait nouvelles de ce que c'est la transsexualité, ou pour ceux qui préfèrent la transidentité. Mais en tout cas, je me sens comme avec une offre, un choix que j'ai devant moi, et je sais que le meilleur est de renoncer à ma vie. Et je parle vraiment de renoncer à ma vie, parce qu'au départ, j'y vais sans aucune envie, sans aucun désir, et je le fais vraiment par amour, non pas avec un suivi psy, parce qu'à l'époque, il n'y a personne qui peut m'aider, si ce n'est, je vais vraiment m'accrocher à Dieu comme un koala à son arbre. Vraiment, c'est ça. Ce que je vous propose tout de suite, c'est d'accueillir Céline Masson, qui est psychologue, pédopsychiatre spécialisée dans la transidentité. Avant que vous nous racontiez dans quelques instants, Jannick Christen sur Sud Radio, ce moment où vous avez donc, comment on dit, ça y est, j'ai perdu mes mots, retransitionné. Voilà, parce qu'il y a la transition et la retransition. Céline Masson, bonjour. Oui, bonjour. Merci de votre patience, et je voulais aussi vous laisser le temps d'écouter cette première partie de l'histoire de Jannick. J'aimerais déjà avoir votre regard, si vous l'acceptez, sur ce chemin de vie pas comme les autres. Alors, je voudrais juste rétablir certaines informations. Je ne suis pas pédopsychiatre, je suis professeur de psychopathologie clinique, psychologue, voilà. Donc, on sent la souffrance, effectivement, et depuis toute petite, il y a vraiment, voilà, un rejet aussi de cette identité fille. J'aimerais aussi reprendre ce mot de transidentité. On entend la quête identitaire, effectivement, chez ces jeunes filles. Là, donc, vous transitionnez à l'âge adulte, donc il y a eu tout ce cheminement et cette souffrance aussi toutes ces années, mais il y a véritablement une quête identitaire. On s'interroge, on n'est pas bien dans son corps, voilà. C'est pour ça que nous avons distingué le mot transsexuel, d'ailleurs, que les personnes trans n'utilisent plus, le genre même transphobe, et nous n'utilisons pas non plus transidentité, qui est un terme aussi qui appartient plutôt aux associations militantes qui ont proposer ce terme. On parle, nous, plutôt de transidentification. Voilà, on s'identifie à ce vocable de trans. Voilà, donc en fait, il y a vraiment une quête identitaire, comme si ces personnes voulaient sortir de leur corps. Alors, c'est une souffrance psychique, avant tout. Bien sûr, elles souffrent dans leur corps, mais elles souffrent aussi vous décrivez bien, dans l'âme, enfin, je sais pas, voilà, dans leur psyché, dans leur âme. Donc, voilà, donc je pense qu'il y a vraiment, chez vous, en tout cas, cette envie de trouver des solutions, parce que je pense que là, ce sont des solutions pour aller mieux. Il faut dire les choses, c'est pour aller mieux. Alors, ce sont des solutions radicales. C'est pour ça que nous essayons d'intervenir sur les mineurs. Vous le savez, notre observatoire, la Petite Sirène, intervient essentiellement pour les mineurs, c'est-à-dire nous disons qu'il faut attendre avant de transitionner, puisque voilà, ces interventions sont radicales, sont irréversibles, notamment les chirurgies qui se pratiquent parfois même à l'âge mineur, parce que les mastectomies peuvent être pratiquées, il n'y a pas de limidage, ça peut, des jeunes filles de 15-16 ans ont été opérées, mastectomisées, voilà.
Donc évidemment, on sent la souffrance. La question, c'est la politisation de cette médecine. Voilà, c'est vraiment ce que nous avons appelé le sermon d'Hippocrate dans notre dernier livre. Hein. C'est comment nous en sommes arrivés là, à ne pas écouter la souffrance, mais à acter, à répondre à la demande. Ce que on peut comprendre encore une fois, je pense qu'il n'y a pas à juger ces personnes. Il y a vraiment une souffrance. Hein. Bien sûr. Voilà, il y a réellement une souffrance et votre témoignage le dit. Voilà, cette souffrance, vous essayez de trouver des solutions. Vous contactez, vous allez voir des services du genre, vous allez rencontrer des médecins dits spécialisés. Nous ne sommes absolument pas spécialisés en transidentité. Hein. Nous sommes spécialisés en personnes qui souffrent, puisque chaque psychologue, pédopsychiatre est là pour répondre pour essayer d'entendre la souffrance des jeunes, des mineurs notamment, et des jeunes adultes. Hein. Ce que je vous propose, Céline Masson, vous qui êtes professeure de psychopathologie, hein, j'ai bien noté, là, je me suis pas de psychologie, de psychopathologie, oui. De psychopathologie. Restez avec nous. Jannick Risten, merci d'être là. Restez avec nous parce que j'aimerais que Jannick nous raconte également la suite, ce qui s'est passé derrière et comment il va aujourd'hui. Ça me paraît important. Et nous avons Mona qui sera avec nous au 0826 300 300, qui elle aussi veut venir témoigner et qui a changé de sexe à l'âge adulte, mais sans opération. Elle viendra nous raconter cela également sur Sud Radio au 0826 300 300. Restez bien en notre compagnie. Sud Radio vous écoute. Témoignage de vie, c'est le rendez-vous dans les routes de l'été ce matin. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Aujourd'hui, dans notre émission, nous avons un témoignage rare, un témoignage puissant, poignant. Jannick Risten, qui est avec nous au 0826 300 300, nous confie comment elle a été assignée femme à la naissance. Elle a vécu des années après une transition en tant qu'homme, puis a entamé ce chemin de détransition pour en être arrivée aujourd'hui à de nouveau accepter le corps que la nature, en tout cas, lui avait donné. Je ne sais pas si je dis bien les choses, j'essaye d'être juste tout en faisant très attention parce qu'il y a tellement de gens qui peuvent mal entendre ce qu'on raconte ce matin sur Sud Radio que je ne voudrais pas déformer les réalités et ne pas être juste. Alors, nous avons également à nos côtés Céline Masson qui est professeure de psychologie et de psychopathologie, professeure en clinique et qui nous apporte son regard. Nous avons aussi au téléphone Mona à qui je vais donner la parole dans quelques instants, mais Jannick, j'aimerais vous redonner évidemment l'antenne pour que vous nous racontiez. Vous nous avez expliqué pourquoi vous avez de nouveau choisi de retrouver votre corps initial de femme. Ça s'est fait comment après? Parce que j'imagine qu'il y a de nouveau un suivi psychologique. Est-ce qu'il y a de nouveau une intervention chirurgicale? Et psychologiquement, comment vous avez passé cette étape? Alors psychologiquement, j'ai vraiment je dirais travailler avec ma foi. J'ai cherché Dieu de tout mon cœur. J'ai essayé de découvrir en fait ce qu'il voulait me dire par rapport à ce parcours. J'ai compris beaucoup de choses. Il y a en fait ma vision de la problématique a complètement changé. Moi, je me croyais malade jusque-là, et là, j'ai découvert que finalement, il y avait une force, une puissance bien plus grande à découvrir qui j'étais vraiment, plutôt qu'à essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas. Vous avez dit, excusez-moi Jannick, je pensais que j'étais malade. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Enfin oui, bien sûr, vous vous en rendez compte. Ben oui, il y avait déjà moi ça m'aurait aidé parce que il faut remettre les choses dans leur contexte. Moi, c'était il y a 30 ans en arrière, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui, et moi je croyais que je croyais en fait finalement je cherchais à comprendre ce que c'était. Quand j'ai su et j'ai pu mettre le mot transsexualité, c'était le terme employé à l'époque, eh bien j'ai cherché des études pour essayer de comprendre d'où ça venait. Et là, il y avait une étude dans les pays du Nord qui disait, c'était aux Pays-Bas je crois, qui disait que c'était une maladie liée à une glande dans le cerveau dont la taille était différente entre celle d'un homme et d'une femme. Mais moi, ça m'aidait de comprendre ça, parce que ça, à quelque part, ça légitimait le fait que je me soigne. Ça légitimait le fait que je puisse avoir accès à un traitement. Et c'est que quand j'ai détransitionné que j'ai compris non, c'était pas ça, et il y a pas c'est pas une histoire de maladie, mais il y a vraiment une perception qui a été faussée, qui m'a été à quelque part où mon identité était
comme voler. Et aujourd'hui, je suis dans une aventure extraordinaire, et je peux vraiment le dire. Autant je me suis éclaté dans ma vie de Franck, mais autant aujourd'hui, c'est décuplé de bonheur de découvrir la femme que je suis, d'apprendre à accueillir cette identité, à la laisser s'épanouir. Et c'est très drôle parce que je vis des choses à plus de 40 ans où tout à coup, je commence à oser être qui je suis vraiment. Et ça, c'est toute une découverte, c'est une aventure, c'est extraordinaire. Par contre, je suis confronté aux conséquences qui sont là, qui sont irréversibles. J'ai une voix où, encore vous avez dit « il » tout à l'heure, ça m'a fait sourire. Pardon. Les gens entendent ma voix, mais il n'y a pas de mal, mais les gens entendent ma voix, ils entendent un homme. Et c'est une réalité. J'ai un corps qui est mutilé, je ne peux pas revenir en arrière. Donc quand j'entends qu'on fait des choses sur des ados ou des jeunes en pensant qu'on répond à une réelle souffrance. Alors oui, la souffrance est réelle, mais l'adolescence en elle-même est une période délicate. Qui n'a pas vécu une période d'adolescence chahutée? En général, c'est le propre. Donc aller trop vite dans des dimensions de chirurgie pour qu'un jour les gens, on sait que le cerveau n'est pas fini avant 25 ans, que les gens un jour disent mais mince en fait, je sais pas si on réalise, je dis encore ça, je veux pas monopoliser l'antenne, mais on parle de changer définitivement un corps à des jeunes qui n'ont même pas le droit de vote. Ils peuvent même pas conduire une voiture tout seuls, et on parle de changer un corps qui est fonctionnel pour toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Yannick, je vais donner la parole aussi à Céline, m'en voulez pas, et puis à Mona qui veut aussi intervenir sur Sud Radio. Mais ce que vous dites, vous avez dit deux choses. Vous pensiez être malade, donc je voudrais que Céline Masson, notre psychologue, réagisse là-dessus. Et puis là, ce que vous êtes en train de dire, c'est non, n'acceptons pas que les jeunes se fassent opérer trop tôt. En fait, c'est comme vous dites, vous dites vous-même, le cerveau n'est pas fini. Ils n'ont pas le droit de voter, mais ils ont le droit de se faire opérer. Céline Masson, j'aimerais votre réaction sur ce que nous dit Yannick. Oui, voilà. Alors, Janine le dit très bien, c'est-à-dire prenons le temps. C'est pas une maladie, mais ces jeunes sont en souffrance. Il y a une véritable souffrance. Il faut lire les études finlandaises, notamment de Rita Kertukatiala, qui était une des premières à avoir créé une clinique du genre et qui s'est rendu compte au fil des années que, en fait, arrivait une nouvelle population, notamment de filles âgées de 15 à 17 ans, et que c'était des filles en grande souffrance, avec parfois des troubles psychiatriques graves. Donc, il faut prendre ce temps de faire des diagnostics. Je suis désolée de poser ce terme, mais il faut d'abord savoir de quoi il s'agit, de quoi il retourne, de régler quand même ce problème par des psychothérapies, par différentes méthodes. On a des méthodes en clinique pour soigner, pour permettre que ces jeunes aillent mieux, avant éventuellement de faire une transition. Bon, nous, comme vous le savez, nous n'intervenons pas trop sur les majeurs, mais c'est vrai, Janie a raison, jusqu'à 25 ans, ces jeunes sont encore encore fragiles. Certaines jeunes sont très vulnérables, et encore une fois, certains ont des problèmes psychopathologiques. Je voudrais qu'on accueille Mona au 0826 300 300, puisqu'elle est avec nous patiemment. Bonjour Mona. Bonjour. Merci d'avoir patienté. Vous avez dit à Manu, moi je suis transsexuelle, j'ai changé de sexe à l'âge adulte, mais sans opération. Oui, transsexuel, comme on dit, c'est un mot qui ne me semble pas plus. Donc je dirais plutôt transgenre, voilà. Alors on a un petit problème sur la qualité de votre téléphone. Allô ? Oui, non, c'est juste la qualité, vous inquiétez pas. Oui, je vous entends. Oui, transsexuel, c'est un mot qui se dit plus aujourd'hui, que je n'aime pas employer, plutôt transgenre. Transgenre, très bien, vous avez raison. Vous avez changé de sexe à l'âge adulte, ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? C'était quoi ? Alors moi, c'est pareil, c'est depuis mon enfance, je me sens appartenir au genre féminin, spirituellement, intellectuellement, dans mon âme au plus profond. Mais j'ai veillé justement à ne pas faire d'opération, à ne pas mutiler mon corps, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je le vis très très bien. Je suis dans l'artistique, donc aussi un épanouissement supplémentaire. Et le fait de me définir, d'avoir ce prénom féminin qu'on voit sur mes papiers d'identité et autres, moi personnellement, je suis en accord, je le vis très bien, je me sens pas malade, je me sens pas, je me sens pas en problématique. Et la seule problématique que je rencontre, c'est la transphobie, par contre. Ça vient pas de mon intérieur, de moi, ça vient de l'effet que ça fait aux autres, parfois, qui ont des sentiments de rejet, de haine, alors, par rapport à votre invité, moi aussi, je suis très chrétienne, j'ai énormément la foi,
Et en ce moment, j'écris un livre justement en relation avec Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc était une des premières transgenres de l'histoire. Enfin, il y a eu des eunuques. On a l'impression de découvrir ça à notre époque. Excusez-moi, Mona, on fait pas, on mélange pas les histoires là. Jeanne d'Arc, vous pensez qu'elle était un transgenre? Enfin, là pour le coup, elle était travestie. C'était juste une femme soldat, comme il y en a eu beaucoup sur la planète. C'était pas, excusez-moi de ne pas, de ne pas rentrer là-dedans. Il faudrait qu'un historien m'appelle. Oui. Il faudrait qu'un historien appelle parce que c'était peut-être juste une femme soldat. Oui, elle s'habillait en garçon. Oui, voilà. Mais le genre, elle s'identifiait physiquement, symboliquement au genre masculin. Oui, mais parce qu'elle était soldat, parce que c'était plus pratique pour monter à cheval, parce que c'était plus pratique pour aller faire la guerre. C'était peut-être pas spécialement une histoire. On sait bien qu'elle a répondu à un appel elle aussi par rapport à ses voix, mais c'est pas qu'une histoire de transgenre. Excusez-moi peut-être que je vous bouscule un peu et je m'en excuse, mais il y a eu des historiennes qui retrouveraient ça sur Google, qui ont élaboré cette thèse avant. Voilà, c'est une thèse. Mais moi, j'aimerais qu'on parle de vous, Mona. Oui, bien sûr, mais moi, au niveau de la foi chrétienne, ça ne me pose pas de problème, puisqu'il y avait du temps de Jésus-Christ qu'on appelait les eunuques. Les eunuques aussi, qui étaient des garçons, qui étaient castrés, et qui vivaient souvent en femme avec les femmes. Bien sûr. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il y avait un problème avec les eunuques. Il y a même des passages de la Bible où Dieu leur dit qu'il les aime. Sans vouloir, Mona, parce que, excusez-moi, on est aussi une radio laïque et je voudrais pas non plus qu'on parle que de cela, parce que sinon, on va, enfin, je sais, ça peut, voilà. S'il vous plaît. Moi, je le vis très bien. Parfois je me dis aussi non-binaire, un petit peu, moi je me reconnais dans une identité qui est le troisième sexe, la chanson d'Indochine. Un garçon au féminin, une fille au masculin. Le troisième sexe. Je le vis très 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 bien, je suis épanouie. Par contre, je reçois des remarques et c'est là-dessus, franchement, que je pense qu'il est beaucoup plus important d'insister. Et malheureusement, notre émission arrive à la fin, mais Yannick, Mona, et le mot de la fin ce sera pour Céline et un petit peu Yannick, c'est ça, c'est changeons aussi le regard des autres. De toute façon, la différence fait peur, et à chaque fois, je sais pas si on arrivera à changer le regard, Céline, des gens qui ne veulent pas voir la différence comme une richesse. Je crois qu'effectivement, toute haine est à bannir, mais encore une fois, ne confondons pas transphobie avec aussi, parce que là, tout est absorbé dans la transphobie. Je veux dire, s'inquiéter de la transidentification des mineurs, ça n'est pas de la transphobie, ce sont effectivement des alertes tout à fait importantes, scientifiques, pour effectivement prévenir, en tout cas, des regrets éventuels. Donc, effectivement, les personnes adultes font ce qu'elles veulent, et si vous-même vous êtes très très heureuse comme vous l'êtes, tant mieux pour vous. Effectivement, il faut bannir la transphobie. Mais enfin, c'est pas voilà. Encore une fois, je crois que prudence, et surtout pour les jeunes personnes. Voilà. Céline Masson, qui est professeure de psychopathologie, psychologie et psychologue également. Yannick, il me reste 30 secondes avant de vous dire au revoir, madame. C'était vraiment un vrai bonheur de vous avoir, et vous ouvrez aussi une vraie réflexion au-delà de votre témoignage de vie. Voilà, on a aussi cette réflexion sur n'opérons pas trop vite. Oui, merci en tout cas de cette parole, Denis. Merci aussi pour ce point qui a été fait sur le fait de ne pas mélanger à quelque part le témoignage, qui est aussi une liberté d'expression que je veux défendre, et la transphobie. Ça n'a rien à voir. Je suis pas transphobe, je suis pas homophobe. J'ai passé par là, je sais de quoi il s'agit, et je crois simplement qu'il faut être mesuré, prendre le temps et surtout oser se découvrir tel qu'on est vraiment. C'est une richesse extraordinaire. Il n'y a rien qui remplace ça. Et si j'ose, ceux qui souhaiteraient découvrir mon livre peuvent le commander sur philadelphie.com. Je croyais être un homme. Merci beaucoup, Janice. Merci beaucoup, Laurent. Christine, je croyais être un homme, c'est le titre de votre livre que l'on peut retrouver évidemment sur Internet et le commander. Merci à vous deux. Merci à Céline Masson. Merci, Yannick, de votre confiance que vous nous avez accordée. Dans quelques instants, on va complètement changer de registre. Les transitions sont pas très faciles quelquefois. On va aller dormir dans un wagon ou une rame de métro. Ça vous dit? Ah, c'est original et c'est insolite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.